Bonjour à tous, bonjour Xavier. Avec la hausse des prix de l'énergie, l'heure est à la sobriété, y compris à la mairie de Bordeaux, où l'éclairage public est désormais éteint sur 57% du territoire de la ville. Alors qu'est-ce que ça change? Quelles sont les conséquences? On en parle, Xavier, avec nos deux invités aujourd'hui. Deux invités avec nous. Anne-Famille, bonjour. Vous êtes élu municipal pour le groupe Renouveau Bordeaux. Le groupe conduit par Thomas Cazenave, proche de Renaissance, si je ne m'abuse. Tout à fait. Voilà. Et avec nous également Amine Smi. Bonjour, on ne le présente plus, mais on le présente quand même. Vous êtes adjoint à la sécurité, à la tranquillité du maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Alors Jefferson le disait, depuis le 2 janvier, entre 1h et 5h du matin, il n'y a plus de lumière dans les rues, dans 57% du territoire de la ville. Quel bilan on en tire? C'est un peu la première question. Anne-Famille, allez, à vous la balle. Voilà, on voit depuis quelques jours que la ville est plongée dans le noir chaque nuit. Est-ce que là, à chaud, quel bilan vous en tirez, vous? Alors, à chaud, je dirais qu'on entend toujours parler les Bordelais. Donc, les Bordelais nous parlent, ceux qui ont peur, ceux qui se sentent en insécurité, ceux qui tombent aussi la nuit avec les encombrements sur les trottoirs, avec les travaux dans la ville, qui tombent à pied ou qui tombent à vélo. Donc, nous entendons encore beaucoup d'inquiétudes. Et ça nous conforte dans le sentiment que nous avions le mois dernier quand nous avons appris cette décision de la mairie de Bordeaux sur le fait que la concertation était indispensable pour mettre en place ce type de mesures. Alors justement, Amine Smi, on va revenir sur le volet de l'insécurité parce qu'on écoutera le syndicat Alliance tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur les raisons de cette extinction, on va dire, des feux sur 57% du territoire de la ville. On est à l'heure de la sobriété énergétique, les prix de l'énergie augmentent, les villes doivent se mettre au diapason, il y a des économies à faire. Expliquez-nous le cadre, Amine Smi, qui a prévalu pour faire cette décision-là. Ouais, je crois que vous avez résumé l'ensemble des données du sujet. C'est le plan de sobriété énergétique et d'urgence climatique était dans notre programme et est au cœur de notre mandat. Il était très important pour nous de le mettre en œuvre. Donc ce plan est l'un des aspects de l'urgence climatique et de la réduction de l'impact carbone de la ville de Bordeaux. C'est très important. Je vous rappelle que ce plan, c'est 236 tonnes de CO2 économisées chaque année, c'est-à-dire l'équivalent de 3 gigawatts par an. Et ça, c'est très, très important. Donc, il fallait le faire. Nous l'avions annoncé. Nous sommes en train de le faire. Maintenant, il y a effectivement le sujet de comment accompagner ce plan par de la concertation, de l'information. Il est évident que de notre point de vue, la concertation n'est jamais assez importante, que l'association des citoyens est toujours insuffisante au regard de nos politiques publiques, puisque nous sommes très attachés au concept de démocratie permanente. Et pour le coup, est-ce que le coup n'est pas parti trop tôt? Parce que quand on écoute Anne-Famille, ce qu'on nous reproche, c'est de dire que vous avez décidé ça parce qu'il y a aussi des économies. Vous nous direz combien ça permet d'économiser à la ville, mais est-ce que le coup est parti trop tôt? Eh bien, trop tôt, pourquoi pas? Pas maintenant, c'est toujours ce qu'on dit lorsqu'on ne veut pas faire. Donc, notre ligne à nous, c'est toujours de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Et donc, c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons un mandat, nous avons un programme, nous le mettons en œuvre. Sur la concertation, sachez que nous avons fait le tour des 8 quartiers en réunion publique très fréquentée, dans lesquels nous avons pu présenter, expliquer et répondre aux questions pour rassurer sur les modalités de ce plan. Donc nous sommes bien en phase. Toutes les évolutions futures se feront à nouveau en concertation et en associant les citoyens. Alors, avant de parler des évolutions futures, Anne-Famille, je vous vois bondir, enfin non, pas tout à fait bondir. Comment vous auriez fait autrement? Vous auriez fait comment, vous? Alors, je voudrais dire, on parle de 57% des points lumineux. 57% des points lumineux, c'est plus des 3/4 de la superficie de la ville. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de sobriété, d'urgence climatique, de sobriété énergétique, bien sûr que nous sommes favorables à ces mesures et bien sûr que chacun doit y prendre sa part. C'est un point essentiel. Mais dans votre projet, comme vous dites, il y a un an, nous avons voté pour ce projet Nuit étoilée et nous y étions favorables. Et ce plan, c'était quoi? C'était le déploiement rapide des LED et des détecteurs de présence et des lampadaires solaires. Ce plan, nous l'avons agréé. Et en catimini, juste avant Noël, vous avez annoncé une extinction totale. Ça n'est pas du tout la même chose. L'éclairage public, ça n'est pas du confort. L'éclairage public, il a été mis en place sous Louis XIV pour la sécurité publique. Donc on ne parle pas de quelque chose d'anodin. Donc sur un sujet aussi essentiel et un revirement aussi brutal, oui, on doit concerter avant. On doit décider
bien sûr, mais décider, c'est prendre en compte la parole des habitants, c'est écouter leurs inquiétudes avant, c'est trouver des aménagements avant, c'est entendre ces femmes qui vont s'interdire de sortir le soir, c'est entendre les travailleurs qui travaillent la nuit. C'est pour ça que la concertation avant, surtout quand on se vante d'être en faveur de la démocratie permanente et qu'on voit que tous ces sujets qui touchent les Bordelais sont décidés et ensuite on les informe, pour nous, ça ne va pas. Donc, Amine Smilly, vous allez répondre parce que là, pour le coup, on ne parle pas de la même chose. Le projet qui a été voté, c'est l'apparition des LED, etc. Donc, ce sont un éclairage, on va dire, plus écologique, plus économique. On n'est pas au rendez-vous, là? C'est un revirement? Alors, ce plan initial continue. Vous savez qu'il s'inscrit dans la durée, qu'il faut une décennie pour couvrir l'ensemble des mesures de rénovation, d'amélioration par des LED, des procédures d'économie, etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sauf qu'aujourd'hui, la crise climatique et la crise énergétique, budgétaire, financière des collectivités, c'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui, c'est des millions d'euros qui manquent et c'est des millions d'euros qu'il faut économiser pour tenir la route. Alors justement, vous économisez combien en éteignant 57% du territoire de 1h à 5h du matin? Donc on économise environ 1 million d'euros par an sur ce projet-là uniquement. Donc c'est une économie très importante et je voudrais dire quand même, pour répondre aux réserves qui ont été soulignées, d'abord, il faut bien considérer le fait que ce n'est pas quelque chose que nous faisons de manière complètement aventurière et sans connaître les conséquences. Nous avons un retour d'expérience. Vous avez 14 villes de la métropole qui sont déjà engagées dessus. Certaines villes ont fait l'extinction de l'éclairage public depuis 7 ans. En France et en Europe, vous le savez, dans le cadre du Forum français pour la sécurité urbaine, nous travaillons avec nos homologues et nous avons des retours d'expérience. Et donc, dans toutes ces villes-là, depuis de nombreuses années, aucune n'a fait marche arrière sur ce plan d'extinction de l'éclairage public. Certaines sont actuellement en train d'étendre et donc nous faisons de 1h à 5h du matin. Ces villes ont commencé comme nous de 1h à 5h du matin. Beaucoup de villes aujourd'hui sont en train d'étendre de 23h à 7h. Elles n'ont pas les transports et le tramway pour celles qui vont jusqu'à 7h et à 23h. Mais c'est pour vous dire que le retour d'expérience est très important, que la connaissance et l'expérimentation technique est déjà parfaitement identifiée et qu'il y a de nombreuses recherches qui ont permis de nous assurer que nous sommes bien sur un projet qui est faisable dans le contexte qui est le nôtre. Là, les premières remontées à chaud depuis le 2 janvier à Amine Smilly, quelles remontées vous avez? Vous êtes au croisement des chemins. Tout à fait. Vous avez les infos tous les matins. Il y a plus d'accidents, des agressions, des machins? Alors, il faut être clair, ça fait une semaine, c'est un peu tôt pour faire un bilan. Mais là, vous savez que nous avons concerté l'ensemble des services de sécurité et de secours de la ville de Bordeaux ainsi que les transporteurs, qu'ils ont été, non pas, on leur a pas demandé leur avis, est-ce que oui ou non ils étaient favorables à l'extinction, ce n'est pas leur prérogative. Nous leur avons informé de notre projet, nous leur avons soumis notre plan qui était bien plus important puisque nous allions jusqu'à environ 70% du secteur et on leur a demandé de nous faire des recommandations et des prescriptions pour que aucune dégradation du service rendu à la population dans le cadre de l'activité de ces professionnels de 1h à 5h du matin ne soit induite par notre plan. Ils nous ont fait des retours, des recommandations de rues, de secteurs, de préconisations liées aux axes structurants, aux lignes de tramway, à certaines infrastructures sensibles, et 100% de celles-ci ont été intégrées à notre plan. Nous n'avons pas discuté et nous les avons mises en œuvre conformément à leurs besoins. Donc nous sommes très attentifs à cela. Et ensuite, je voudrais vous dire quand même, et vous le savez, nous allons avoir une veille extrêmement précise de l'évolution dans les secteurs d'extinction de la situation. Et évidemment, ce que nous avons pu éteindre, nous pouvons le rallumer, l'adapter très rapidement et sans délai, si nous avions dans les bilans et le comité et la cellule de veille que nous avons constaté un besoin d'adaptation du plan. Alors juste pour poursuivre et avoir un autre éclairage, on va revenir sur les économies d'énergie. Je vous ferai réagir Anne-Famille. On va écouter ce que nous disaient Christine Bost et Christophe Dubras, les maires des Innes et de Saint-Aubin-du-Médoc, face à la hausse des prix de l'énergie qui concerne toutes les collectivités. C'était sur ce plateau il y a quelques semaines. Écoutez-les. Par exemple, pour la ville des Innes, la facture d'énergie, électricité et éclairage public, c'est à peu près 950 000 euros sur l'année dernière. Voilà. Année normale. Année normale. Là, les projections que l'on a, c'est une augmentation de la facture de 1,3 million en plus.
bien évidemment, comme ma collègue désigne, Christine Bost, c'est la même chose. Alors les sommes sont moins importantes parce qu'on est moins d'habitants, mais de 263 000 euros en 2021, je vais passer à 333 cette année et à 600 l'an prochain. Voilà, on vient de le voir, Anne-Famille. En fait, derrière ces notions de coupure des feux, des lumières, de l'éclairage public, il y a aussi des économies. Alors, presque 1 million d'euros à la mairie de Bordeaux. La ville des Innes, c'est une facture qui va bondir d'1 million d'euros. Même Saint-Aubin-du-Médoc, une plus petite ville, presque plus 600 000 euros. Finalement, est-ce que cette dimension d'économie, vous qui êtes dans l'opposition, vous y souscrivez? Vous dites que de toute façon, il faut quand même répondre à la hausse des prix de l'énergie. Oui, il faut y répondre certainement. Chacun doit faire des efforts. Sobriété énergétique, bien sûr, pour l'urgence climatique, et sobriété budgétaire également, compte tenu de l'inflation des prix de l'énergie. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, est-ce que c'est une bonne source d'économie? Alors, on parle de d'éteindre quoi? la lumière? On parle de 800 000 euros sur un surplus de facture énergétique de 15 millions d'euros pour la ville de Bordeaux. Donc, vous voyez qu'il faut prendre un peu la proportion aussi de l'effort qui nous est demandé. L'effort, il était aussi pour les magasins, pour les bâtiments publics qui restent éclairés. La loi pour les magasins, elle date de 2014. L'urgence climatique dans cette ville, depuis 2020, vous l'avez décrété. Quelle action a été menée? À part répertorier les commerces qui laissent les lumières allumées, on pouvait commencer par là. Il y a d'autres mesures qui ont été mises en place pour faire baisser notre facture énergétique. Les commerces dépendent de la mairie ou c'est au gré des commerçants? Alors, il y a maintenant des principes qui sont mis en place, il y a des décrets qui sont sortis, et je ne parle pas d'hier. Donc oui, la mairie peut aller voir les commerçants et mettre en place, avec la police municipale, une verbalisation des commerçants qui laissent la lumière éclairée. Et ce n'est pas fait. Vous le faites, Minsmi? Expliquez-nous sur ce point-là. Parce qu'effectivement, c'est un des trucs qui est remonté de ces derniers jours, c'est qu'effectivement, la ville était plongée dans là, sauf que certains commerces gardaient leurs vitrines allumées. Tout à fait. D'abord, c'est évidemment une préoccupation. Je ne surprendrai personne en disant que nous avions parfaitement conscience de cela et que nous avons évidemment mobilisé notre énergie sur ce sujet. Simplement, vous l'avez souligné vous-même, nous sommes dans le cadre du droit privé. Il y a une liberté d'exercice, il y a des lois qui doivent être respectées, il y a des décrets d'application qui n'existent pas et qui ne sont pas systématisés. Pour autant, notre volonté est claire et nous irons successivement de la phase d'information, de prévention, de conseil et ensuite de sanctions et de répression sans état d'âme pour les établissements qui ne le respectent pas. Aujourd'hui, je voudrais quand même dire que sur la ville de Bordeaux, la majorité des établissements respectent l'extinction nocturne, comme la fermeture des portes, puisque on peut l'identifier. Donc oui, nous avons identifié les grands établissements dont le dysfonctionnement est quand même patent et visible et dont nos concitoyens nous signalent chaque week-end l'anomalie. Nous les avons identifiés. Sandrine Jacotot, en charge du commerce, de l'accompagnement des commerçants, et moi-même, sur les prérogatives qui sont les miennes, allons nous adresser et rencontrer ces opérateurs et ces gérants dans les semaines qui viennent pour leur redire l'obligation de respecter la loi et les orientations politiques qui sont les nôtres. Et évidemment qu'au terme de ce travail d'information et de prévention, la sanction et la répression aura lieu tout à fait naturellement. Je voudrais quand même être très concret. À Paris, le problème s'est posé dans les mêmes termes. Ils ont déjà engagé des procédures. Mais attention, c'est d'abord extrêmement contraignant. Deuxièmement, quel est l'impact d'une amende sur un établissement qui gère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur une journée? Donc, soyons quand même raisonnables. Bien sûr qu'on peut sanctionner les établissements. Les consommateurs les sanctionneront bien mieux que nous, d'ailleurs. Et nous, en municipalité, on sera extrêmement ferme à leur égard, sans trembler, mais je ne comprends même pas qu'on s'interroge sur notre volonté dans ce sens. Alors très rapidement, Anne-Famille, avant qu'on passe à la question sécurité, c'est une vraie question autour de ça. Très rapidement, je vais compléter quand même. C'est plus de 25% des établissements qui laissent les lumières allumées. Donc nos concitoyens ne vont pas comprendre qu'on leur demande un effort, et c'est même pas un effort en fait, c'est un risque pour leur sécurité. On ne parle pas d'effort simplement, on parle de sécurité, de ressenti de sécurité, et je ne parle pas seulement de criminalité. Non. Les accidents des piétons et des vélos, ce n'est pas un ressenti. Tout ne tourne pas autour de la criminologie. On ne parle pas seulement des cambriolages.
Voilà. On parle aussi des petites dégradations, on parle des chutes à vélo, etc. Donc oui, c'est quand même un inconfort pour les femmes. J'espère qu'on en reparlera tout à l'heure. Vous parliez de Paris. Moi, je vais parler de Lyon. Bien sûr qu'on doit mettre en place des mesures. Donc si votre plan de déploiement de LED et de capteurs n'est toujours pas assez avancé, et c'est ça que nous regrettons aujourd'hui, s'il n'est pas ce que vous voulez assez... dire sur Lyon, parce que Lyon est une ville écologiste. S'il n'est donc pas assez avancé, c'est un modèle, exactement. Parce que Lyon a commencé la concertation... Donc le maire de Lyon est plus offensif que le maire écologiste de Bordeaux, c'est ce que vous nous dites. Sur ce sujet, il a mis en place une expérimentation. Vous êtes plutôt Renaissance. Je vous donne quand même, oui, mais attaché à l'écologie justement, à la protection de l'environnement et aux mesures de sobriété énergétique. Et donc la ville de Lyon a mis en place une expérimentation. Son expérimentation, c'est 4 jours par semaine, de 2h à 4h30 du matin. On aurait pu commencer par là. Alors vous allez répondre, mais je voudrais que le temps file. On a le syndicat Alliance qui va poser la question de la sécurité. Écoutez ce qu'il nous disait sur ce plateau, mais vous pourrez réagir. Vous ferez une double réponse. C'est une difficulté supplémentaire pour nos collègues parce qu'une rue qui est éclairée et voire filmée, c'est quand même une rue qui est déjà sécurisée, même s'il faut bien sûr une présence accrue de policiers sur le terrain. Donc ça sera une difficulté supplémentaire pour nos collègues de terrain, aussi quand ils vont devoir surveiller les rues et puis contrôler quelqu'un dans la rue puisqu'ils n'auront plus d'éclairage. Donc ils ont bien évidemment une dotation de lampes, mais ça rend plus difficile le travail de policiers. Et on pense aussi à nos collègues enquêteurs qui parfois font appel justement à la vidéo de surveillance quand il y a eu des faits délictueux sur la voie publique et ça leur permet de résoudre certaines enquêtes. Là, je pense que ça va être une difficulté supplémentaire pour ces collègues enquêteurs qui sont déjà assez suffisamment en difficulté. Alors, on vient d'entendre le porte-parole du syndicat Alliance. Amine Smi, est-ce qu'une ville la nuit est insécure ? Alors, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais répondre. D'abord, il a été évoqué la ville de Lyon. Comparaison n'est pas raison. Chaque ville doit développer son plan au regard de son contexte local et territorial. C'est ce que nous avons fait à Bordeaux en sollicitant les acteurs locaux, les professionnels, l'ensemble de nos partenaires et les services techniques métropolitains qui, encore, je le répète, ont déjà mis en œuvre ces plans d'extension dans 14 villes de la métropole avant Bordeaux. Deuxièmement, pour répondre à la question sur les commerces, il a été dit que 25% d'entre eux donc, ne sont pas encore en règle. Notez que 75% le sont, et donc nous irons jusqu'à 100%. Et je suis très content de savoir que l'opposition partage notre point de vue. Revenons sur la sécurité. Il faut d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas vocation à commenter les propos d'un syndicaliste. Je suis moi-même syndicaliste et le droit syndical doit être respecté et ce n'est pas dans mes fonctions politiques que je dois commenter un propos syndical. En revanche, sur le fond, les choses sont sourcées sur la question de la sécurité. Si vous regardez l'ensemble des villes d'Europe, l'ensemble des villes de France qui sont déjà engagées, l'ensemble des villes de la métropole, certaines depuis 7 ans, entendez-le, toutes constatent la même chose. Il n'y a eu aucune remontée factuelle et sourcée de dégradation de la sécurité et de la criminologie dans les secteurs éteints par rapport à ceux qui sont allumés. Si vous avez des éléments qui peuvent contester ce que je viens de dire, je suis preneur et j'en tiendrai compte. Deuxièmement, vous l'avez évoqué, contre-intuitivement, c'est même une amélioration en termes d'accidentologie routière et des cambriolages qui est constatée dans tous ces secteurs. Alors expliquez-nous. C'est contre-intuitif, c'est-à-dire que moi-même, quand je me suis saisi, quand monsieur le maire m'a demandé de regarder les conséquences et de nous prévenir de l'ensemble des risques potentiels sur la sécurité liés au plan sobriété, je pensais immédiatement, spontanément, comme la plupart des Bordelais que nous rencontrons dans les conseils de quartier, au cambriolage. 80% des cambriolages ont lieu 2 jours. Donc, je craignais ce sujet-là et je craignais évidemment la question de la criminologie, etc. Toutes les études montrent, partout en France et en Europe, qu'il n'y a pas de lien entre l'extinction et une dégradation de la sécurité. Bordeaux est une ville exceptionnelle et unique. Je n'en doute pas et c'est le motif de mon engagement. Il serait quand même vraiment malchanceux que nous soyons la seule ville dans laquelle ça se produit. Et quand bien même cela se produirait, immédiatement constaté, je vous rappelle que nous avons une cellule de veille avec nos partenaires de la police, des secours et l'ensemble des partenaires du territoire, si nous constations la moindre dégradation anormale, nous modifierons notre plan immédiatement et sans délai pour y remédier. Sur l'accidentologie des vélos, c'est ce que disait voilà, c'est la vie du quotidien au fond. Tout Il y a à fait. aussi ça Juste qui sur joue. l'accidentologie des cyclistes, il il y a un véritable sujet là-dessus.
L'auto-accidentologie cycliste est une réalité factuelle qui a été constatée dans les villes de la métropole, comme Talence, Mérignac, entre autres, dans les secteurs d'extinction. Nous avons identifié ce point-là en lien avec la visibilité de la voirie et la visibilité des cyclistes. Nous avons réuni avec Didier Jean-Jean, nous allons réunir dans les semaines qui viennent, le rendez-vous est posé avec Didier Jean-Jean, l'adjoint en charge des mobilités, les associations de cyclistes, et nous allons développer une politique de prévention et d'accompagnement de ce plan, sur ce plan. Madame Famy, vous avez raison sur un point. Le point de sensibilité majeur, c'est la question de l'autocensure, de l'accès à la vie nocturne et à l'espace public d'une partie de la population en lien avec un sentiment d'insécurité accru, et c'est une réalité aussi qu'il se développe dans les zones éteintes, liées à l'extinction. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons nous saisir pour empêcher et réduire cette autocensure par de l'accompagnement préventif, par un travail allé vers les personnes les plus inquiètes de ces territoires d'extinction, et de monter, par exemple, des procédures de marche exploratoire et d'accompagner ce sentiment d'insécurité au plus près des mairies de quartier. Les Bordelais, d'ailleurs. Alors, Anne Famy, sur ce point, c'est ce sentiment au fond d'insécurité, Ouais, puisque factuellement, effectivement, il n'y a pas de poussée de oui, je vais faire délinquance. vite. Nous ne sommes pas des statistiques. Voilà, vous parlez de chiffres, vous parlez d'éléments, vous parlez de bilan. Nous allons faire comme nous faisons d'habitude. Nous allons nous aussi aller à la rencontre des Bordelais. On lance aujourd'hui une enquête. Tout le monde peut contribuer sur le site de Renouveau Bordeaux pour recueillir des éléments précis, des faits. Dans vos statistiques, vous, à la direction de la sécurité, vous n'aurez pas les personnes qui trébuchent. Vous n'aurez pas les personnes qui ont un léger accident. Vous n'aurez pas les babysitters qui vont être contraintes de rentrer avant 1h du matin. Mais dans les mairies de vous quartier, n'aurez oui. pas les femmes qui s'interdisent de sortir. Donc, Dans les mairies de quartier, voilà. oui. Donc, dans les associations nous faisons une partenaires, enquête, comme nous l'avons fait pour la propreté. Nous faisons une enquête. Nous vous transmettrons les résultats. Partisane. Non, pas du tout. Pas Comme du vous tout. avez fait sur la L'enquête, propreté. non. Justement, sur la propreté, nous sommes allés au contact des habitants. Alors. Nous l'avons mis sur les réseaux sociaux. Elle était ouverte à tout le monde. On a eu 1000 participations. On a fait des propositions concrètes qui n'ont pas déplu d'ailleurs à votre justement, équipe, même si elle n'a pas voulu nous le allons reconnaître. départager ce débat, puisque nous avons été à la rencontre des Bordelais, figurez-vous. Et on regarde tout de suite ce qu'ils pensent de cette mesure. Il y a quand même du monde dans les rues parce que Bordeaux est une ville fréquentée. Les jeunes viennent en ville, en plein centre-ville, pour faire la fête, et ça les met dans l'insécurité. Moi, je trouve que ce n'est pas une solution à terme. Je trouve pas ça bien. C'est les impôts qu'on ne payera pas non plus, ou qui passeront ailleurs, qui se remettront dans un autre budget. Ce serait uniquement au beau milieu de la nuit, entre 1h et 5h du matin, et en périphérie, donc pas dans les zones les plus occupées. Donc ça reste quand même raisonnable. Entre 1h et 5h du matin, il n'y a pas non plus beaucoup de monde, donc l'éclairer pour rien, ça ne me paraît pas être brillant, sans mauvais jeu de mots. Premièrement, d'un point de vue esthétique, je pense que c'est dommage pour les Bordelais qui aiment se balader dans la nuit à Bordeaux. Et d'un côté sécurité aussi, je pense que la lumière est importante la nuit, d'autant plus que maintenant ça s'est calmé, mais dans les deux dernières années, il y avait beaucoup d'attaques au couteau par exemple sur les quais, ou d'insécurité plus généralement dans la ville. Comme vous êtes en charge de la tranquillité, vous êtes au cœur de cette question de la sécurité, on voit qu'il y a encore, ce que disait Anne Famy, il y a encore de la pédagogie à faire au fond. Parce que certes, il y a des éléments contre-intuitifs et il nous reste 3 minutes pour faire tout ça. Mais Anne Famy, vous pourrez répondre. Mais sur la pédagogie, Amine Smeyi, on voit que là, vous avez un vrai travail encore pour convaincre, expliquer. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Il y a deux sujets, la sécurité et le sentiment d'insécurité doivent faire l'objet de politiques publiques ambitieuses, et nous traitons les deux. Il n'y a pas à les opposer l'un à l'autre. Le sentiment d'insécurité en politique, ça peut coûter très cher. Hein. Si on revient à 95, par exemple, Lionel Jospin, par exemple. Tout à fait. Et nous voyons chaque année davantage que la crise climatique coûte encore plus cher aux politiques que nous sommes, qui ne prenons pas nos responsabilités. Donc nous assumons de faire des plans ambitieux et courageux, nous assumons de changer les choses, et vous savez que le changement suscite toujours de l'inquiétude et des craintes. Il n'y a pas un changement à Bordeaux qui ne s'est fait sans des inquiétudes majeures et sans des contestations frontales, et dans lequel on a reproché à ceux qui voulaient changer Bordeaux d'aller trop vite et de ne pas concerter. Le tramway, la piétonisation, les quais, même concept.
Nous prenons nos responsabilités avec sérieux et pragmatisme, beaucoup de vigilance et d'attention au sujet que vous avez évoqué. Il faut absolument que, une fois que les choses seront mises en place, que les habitudes seront prises, le sentiment d'insécurité créé par l'extinction doit s'estomper et nous allons l'accompagner. Sur le sujet de la sécurité factuelle, les statistiques ne nous concernent pas. Le moindre fait est de trop du point de vue de l'adjoint que je suis. Cependant, il faut quand même regarder l'évolution. S'il y a une évolution défavorable, je vous le dis, nous serons en capacité d'adapter sans délai. Oui, vous adapterez. Anne-Famille, il nous reste 1 minute 30. Oui, je voudrais quand même rebondir parce que la sécurité des femmes, ça n'est pas après qu'on s'en préoccupe. Voilà. Le ressenti des femmes, vous parliez des marches exploratoires. Nous en avons fait des marches exploratoires en 2019 avec Thomas Cazenave et tout le collectif de Renouveau Bordeaux. Les marches exploratoires, ça répond à une certaine méthodologie. Ça date des années 90, ça a été inventé au Canada et ça n'est pas rien. Et c'est en amont. Et ça doit être à l'aune des politiques publiques. Ça doit être en amont de ça. Et c'était dans vos engagements de campagne. Dans vos engagements de campagne, si vous les reprenez, il y a, je vais quand même vous citer la phrase, faciliter la mobilité des femmes dans l'espace public, notamment la nuit. On y est. Un renoncement total. Pas du tout. Si, absolument. Parce que le sentiment d'insécurité qui prend les femmes le soir, surtout quand c'est éteint, c'est ça qui les contraint à changer leurs dépenses. En quelques secondes, en gros, tout le monde veut bien éteindre pour faire des économies dans la sobriété, mais au fond, il faut toujours laisser tout allumé. Non, les LED, c'est une diminution progressive de la lumière. Les détecteurs de présence, le lampadaire s'allume 3 lampadaires avant vous. Donc oui, il y a des solutions pour aller vers plus de sécurité. Le sentiment d'insécurité des femmes et les marches exploratoires, le test des marches exploratoires, c'est savoir où on est, entendre et être entendu, voir et être vu. Vous pensez vraiment que votre dispositif va passer le test des marches exploratoires? Non. Et ce sentiment, c'est important. C'est une atteinte à la liberté des femmes. C'est un recul sur l'égalité entre les femmes et les hommes. On doit trouver des solutions qui ne conduisent pas les femmes soit à renoncer de sortir, soit à modifier leur trajectoire. Comment vont-elles modifier leur trajectoire la nuit? En prenant la voiture. Allez, parce que l'émission est terminée, vous viendrez, parce qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet, mais vous reviendrez à Amin Smith en 30 secondes, en 10 secondes. En 5 secondes même, rappelez-vous que seuls les secteurs résidentiels et à très faible fréquentation la nuit sont éteints. Tout le reste est encore parfaitement éclairé et donc, pour l'essentiel, le droit à la vie nocturne et à l'espace public est conservé avec l'éclairage. Et la question des marches exploratoires, je la comprends bien. La réalité, c'est que nous allons adapter une fois encore nos politiques d'accompagnement à la réalité du terrain. Vous savez quoi? On va laisser ce dispositif s'installer, pourquoi pas se moderniser. Et vous reviendrez tous les deux nous en parler. On se laisse un peu de temps. Merci Anne-Famille, merci Amin Smith d'être venu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.